Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. À la question combien de renards sont chassés en France chaque année, la bonne réponse est 500 000 en moyenne. Pas plus tard que le 12 mars dernier, un scandale a éclaté quand un charnier avec une vingtaine de cadavres de renards a été découvert au bord de la Lemme, une rivière du Jura. Un louvetier a été mis en cause pour cette accumulation de dépouilles. En effet, les renards sont chassables et sont même considérés comme ésodes, c'est-à-dire espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, dans 88 départements. Il n'existe donc aucune régulation pour les protéger. Au contraire, des actions de régulation peuvent être mises en place par les maires. Pourtant, le renard a bien sa place dans l'écosystème. Il s'en prend aux petits rongeurs qui se multiplient vite et peuvent ravager les cultures. Il permet la dissémination de la végétation en digérant et rejetant les graines. Et il permet également de limiter la propagation de certaines maladies en s'occupant des cadavres d'animaux. Association Triskel, bonjour, je vous écoute. Bonjour. Alors voilà, je me promenais le long de la plage et j'ai aperçu quelque chose qui ne me paraissait pas trop normal. Je me suis rapproché et en fait, c'est un oiseau. On dirait qu'il ne peut plus bouger, mais il n'est pas mort. Donc je sais pas quoi faire, mais en même temps, je voulais pas le laisser là. Est-ce que vous pouvez m'aider ? On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que vous sauriez me dire de quel oiseau il s'agit ? Eh ben non, je m'y connais pas vraiment en oiseau. Il est blanc et noir et je dirais qu'il a des ailes plutôt petites. On dirait un peu un pingouin. Alors ça pourrait être un pingouin torda ou un guillemot de Troil. Ils sont tous les deux de la famille des alcidés, comme les macareux, moines par exemple. Et il n'est pas rare d'en voir par ici. La principale différence est leur bec. Le guillemot de Troil a un bec long, fin et pointu, tandis que le pingouin torda a un bec plus court et épais et aplati. Alors ça doit être un guillemot. Son bec est fin et pointu. Alors c'est normal qu'il soit sur la plage ? Parce qu'il est quand même bien affaibli, il n'arrive même pas à se mettre debout sur ses pattes. Non, c'est un oiseau pélagique, ça veut dire qu'il vit en pleine mer, et revient sur les côtes seulement à la saison de reproduction pour nicher sur les falaises. Donc il faut faire quelque chose pour cet oiseau. Il faudrait contacter le centre de soins le plus proche pour savoir s'ils peuvent le prendre en charge. Et alors comment je peux faire ? Ma voiture est garée juste à côté. L'idéal, ça serait de l'attraper délicatement à l'aide d'un tissu. Enveloppez-le dans le tissu et pensez bien à lui recouvrir la tête pour qu'il se retrouve dans le noir. Ça limitera le stress. Puis, mettez-le dans un carton percé de petits trous, mettez-le dans la voiture et laissez-le tranquille. L'idéal serait de mettre quelque chose de chaud contre le carton afin qu'il évite l'hypothermie. Sinon, vous pouvez monter le chauffage de votre voiture. Et quand vous l'attrapez, il pourra se débattre pour se défendre. Donc, restez prudent et méfiez-vous du bec. Il pourrait pincer. Merci beaucoup, je vais appeler le centre de soins et l'emmener au plus vite. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. On se retrouve aujourd'hui dans le studio en compagnie de Malone et Léa, notre experte de la faune sauvage, pour parler des oiseaux marins et de ce qui les menace. Nous remercions également les enfants du centre de loisirs de Crac qui ont participé à ce podcast en nous donnant leurs avis sur le sujet. En février, plus d'une centaine de guillemots de Troil ont été retrouvés affaiblis ou morts sur les plages. Ce phénomène n'est pas commun, donc nous allons explorer les différentes causes qui pourraient en être à l'origine. Pour commencer, qu'est-ce qu'un oiseau marin ? En fait, ça veut un peu tout dire et rien dire, oiseau marin. Il y en a qui peuvent vivre autour de points d'eau douce, comme le grand cormoran, non ? En effet, c'est un ensemble avec des limites assez floues. Elles tiennent plus de la tradition que des critères taxonomiques en réalité. Mais on peut quand même identifier des caractéristiques qui permettent de reconnaître les oiseaux marins dans la plupart des cas. La structure de leur plumage est dense, ce qui leur permet d'être au sec et au chaud. Ils peuvent se déplacer sur ou dans l'eau. Beaucoup ont une maturité sexuelle tardive et une grande longévité. Ils vivent en grandes colonies sur le littoral et leur régime alimentaire est composé principalement de poissons et de crustacés. Mais finalement, le seul critère valable dans tous les cas est leur dépendance à la mer pour vivre. Les enfants en ont donné quelques exemples. Un goéland ou un pélican ? J'ai aussi entendu parler d'oiseaux pélagiques. C'est la même chose ? Les oiseaux pélagiques,
comme les guillemots de Troïl, sont des oiseaux qui vivent en mer, loin des côtes, et ne reviennent que pour la période de nichée où ils s'établissent sur les falaises. Justement, à votre avis, pourquoi a-t-on retrouvé tous ces guillemots affaiblis sur les plages? Ça pourrait être la grippe aviaire, non? Je me souviens qu'en 2022, il y avait eu une grosse épidémie dans les élevages, bien sûr, mais aussi chez les oiseaux sauvages. J'avais lu dans un article que c'était pendant la période de reproduction des goélands et mouettes, donc que ça pouvait affecter la démographie de leur population. Ah oui, et les fous de bassin de l'île de Roisic avaient été décimés aussi. Il me semble qu'entre 80 et 90% des poussins étaient morts. Un coup dur pour ces oiseaux. Les cas de grippe aviaire sont vraiment dangereux en effet. En plus, les centres de soins sont impuissants face à ça. Ils ne peuvent pas prendre en charge les individus atteints pour éviter d'étendre la contamination aux animaux déjà en soins dans la structure. La saison de grippe dont vous parlez était en fait assez inhabituelle puisque le virus est normalement plus présent en hiver et non pas en période estivale. Cette saison, les cas restent bien moins nombreux que lors de la grosse épidémie. À ce jour, le dernier cas détecté en France remonte au 4 mars pour un goéland dans le Maine-et-Loire. Alors, ça pourrait être à cause des tempêtes. J'ai remarqué que c'est tout le temps après de grosses tempêtes que l'on retrouve des oiseaux mal en point. Ils doivent se fatiguer en essayant de voler contre les vents, qui les ballottent dans tous les sens. Surtout pour les jeunes, ça doit pas être très facile. Donc, peut-être qu'ils essayent de se reposer sur les côtes, mais sont très faibles. Qu'est-ce que vous en pensez, Léa? Oui, je suis tout à fait d'accord. Même si ces oiseaux sont adaptés pour voler en situation de tempête, quand les rafales sont trop puissantes ou que les épisodes de tempête s'enchaînent, ça peut les épuiser. Toutefois, une étude scientifique de David Grémier, publiée dans Current Biology, avance une nouvelle hypothèse. À l'aide d'instruments de mesure placés sur les oiseaux, les scientifiques se sont rendus compte que leurs dépenses énergétiques n'augmentent pas vraiment en cas de tempête. Leur affaiblissement pourrait donc être lié à leur difficulté de se nourrir dans ces conditions, plutôt que leur lutte contre le vent. Par ailleurs, on n'y pense pas souvent, mais les tempêtes peuvent déplacer les épaves et libérer du pétrole. Les enfants du centre de loisirs nous ont en effet parlé de ça, on va les écouter. Après aussi, il y a le pétrole. Des fois, quand il y a un bateau qui se casse, ils viennent le chercher, mais ils n'enlèvent pas le pétrole. Et donc, il y a plein d'oiseaux qui foncent dans l'eau, mais ils se prennent plein de pétrole. Il y a eu un gros accident où il y avait plein d'animaux qui étaient sur la plage. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était une mer toute noire. Et ça a mis plusieurs années à redevenir bleu et c'est pas vraiment noir, hein, mais on peut pas trop se baigner parce que c'est vraiment crade. Alors du coup on n'y va pas trop parce que je sais pas, c'est... Oui, avec le pétrole, ça peut être dangereux aussi pour nous. Oui, parce que souvent on boit la tasse, souvent ça nous arrive à tout le monde. On pourrait boire du pétrole, que moi je trouve que c'est pas top. Oui, donc ils peuvent plus voler. Que ça peut polluer l'eau et s'ils ont envie de boire, Aussi, s'il fait très très froid, ils peuvent pas se réfugier, donc ils peuvent être glacés. Et même s'ils se posent sur une barrière et qu'ils restent trop longtemps, les pattes, s'il fait froid et qu'ils ont du pétrole, ça pourrait rester, ils pourraient être coincés sur la barrière en fait. C'est sûr que c'est affreux pour les oiseaux de se faire mazouter, mais dans notre cas, il me semble pas qu'ils avaient le plumage souillé. On peut aussi éliminer le problème de la pollution plastique. Les enfants semblaient bien renseignés sur le sujet, ils ont pu nous en parler. Un sac en plastique? Moi, j'ai un poisson qui a avalé un sac plastique, par exemple. Du coup, ça va dans leur corps et ils peuvent mourir parce que ça peut se coincer ou dans leur gorge, c'est trop gros ou même ça peut juste leur faire très très mal au ventre. Et aussi il se fait aussi avec un sac plastique, il faut qu'il se débat parce que s'il rentre dans la tête et qu'il voit plus rien, il va mourir. Il y a aussi des fois les objets des bouteilles. Souvent ils ont un espèce de truc en plastique avec des trous pour mettre les bouteilles dedans. Et ça peut aller dans la mer et ça peut aller autour de leur bec et ils peuvent plus ouvrir. Et c'est comme ça qu'ils se font emporter sur les plages et souvent on en voit. Et
et on en voit, ils sont morts parce qu'ils ont voilà. Ouais, soit ils ont dans leur ventre, ils ont plein de voilà. Ils mettent des bacs, ce qui est bien, des bacs où tu mets les déchets de la plage. Je trouve que c'est bien parce que au moins quand ils trouvent quelque chose, au lieu de le jeter ou qu'ils continuent à aller dans la mer, et ça s'arrête. Plus on prend des sacs en plastique et après vu que les pêcheurs ils trouvent pas que c'est des poissons, ils les rejettent dans la mer. Donc pour ce qui est de la pollution au pétrole, c'est effectivement très dangereux et fatal dans beaucoup des cas. Les centres de soins font leur possible, mais il faut que l'oiseau soit viable pour commencer la procédure et elle est stressante pour l'animal. Pour ce qui est de la pollution plastique, c'est un fléau. Si les oiseaux l'ingèrent, il peut remplir leur estomac et leur procurer une fausse impression de satiété. Donc, ils cessent de se nourrir. Ils peuvent aussi se retrouver prisonniers des déchets ou se blesser avec. Et tout comme pour les humains, c'est un perturbateur endocrinien et cancérigène. Les enfants n'étaient pas à court de propositions. Ils ont abordé le sujet de la pêche notamment. Sinon, se faire attraper dans des filets et ils peuvent mourir. Mais il peut aussi être emporté par les fonds marins. Si le filet, il l'attrape au passage et il se fait emmener au fond parce que le filet, il va à prendre des poissons, ce qui est mal. Et aussi, il y a un moment où c'est trop profond et il ne peut plus respirer. Donc c'est là le moment dur. Mais sinon, il peut mourir. Ils peuvent aussi se coincer quand Oui, dans les hélices aussi. Non, oui, mais ça, ils sont morts direct. Et en fait, j'avais entendu ça. Et en fait, il y avait un gros bateau qui avait lancé son ancre marine. Et un oiseau l'avait pris et du coup, il était coincé il avait réussi à se délivrer. Sauf que après, il était mort parce qu'il avait cassé tous son aile, donc il avait... Après, il peut plus voler, quoi. Non, il est mort après. Alors il faudrait trouver des solutions pour que les oiseaux ne se prennent pas dans les filets. Peut-être les rendre plus visibles. Ou alors il faudrait que les filets soient plus profonds pour que les oiseaux à la surface soient tranquilles. C'est un peu loin d'ici, mais dans les terres australes françaises, la France a imposé le lestage des filets et la présence de banderoles à effarouchement. Effectivement. Et ces mesures se sont révélées utiles puisque des chercheurs ont constaté une augmentation de la population de pétrels notamment. Donc il existe bien des solutions. Les enfants nous parlent également d'un autre risque pour les oiseaux lié à la pêche. Donc ils ont plus de nourriture. Bah oui, après il y en a plus. Du coup en fait on a trop des fois on pêche trop de poissons, du coup après on est interdit de pêcher pour la reproduction. Et des fois on l'a interdit aux chalutiers. Une étude de Philippe Curie, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, a pu mettre des chiffres sur ce phénomène. Le nombre de poussins diminue dangereusement quand le stock de poissons est inférieur à 1/3 du maximum. Donc si on résume, les guillemots retrouvés sur les plages ont probablement été victimes des tempêtes ou de la surpêche, ou plutôt un mélange des différents facteurs. Merci à vous tous d'avoir pu éclairer nos auditeurs sur les dangers encourus par les oiseaux pélagiques et à la prochaine. Dans cet épisode, nous avons appris à identifier un guillemot de Troil en détresse et comment faire pour le transporter jusqu'à un centre de soins. Pour ça, vous pouvez laisser un garçon à trous dans un drap dans votre voiture au cas où. Nous savons désormais que les oiseaux pélagiques et plus généralement les oiseaux marins subissent différentes menaces. Ces dernières sont la grippe aviaire, les tempêtes, la pollution de l'eau, la prise accidentelle dans le matériel de pêche, la surpêche. Dans le golfe de Gascogne, 38% des espèces d'oiseaux marins sont d'ailleurs en danger. En parlant d'oiseaux pélagiques, certains ont un bec un peu spécial, comme le fulmar boréal ou l'océanite tempête. Alors à votre avis, à quoi sert la forme de leur bec ? À plonger plus profond pour attraper les poissons ? À rejeter le sel quand ils boivent de l'eau de mer ? Ou à vocaliser. Si cette vidéo t'a plu, la formation Le Bon Geste, que faire face à un animal sauvage en détresse t'intéressera sûrement.
C'est 2 heures pendant lesquelles tu aborderas et approfondiras différents aspects de la faune sauvage bretonne. Tu pourras également y apprendre les gestes à adopter pour la protéger. Inscris-toi dès maintenant avec le lien dans la barre de description. La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.